Le président somalien peut pousser un ouf de soulagement. La motion de censure controversée déposée dimanche soir en son encontre par les députés a été abandonnée mardi, faute de soutien. Plusieurs secteurs d'activité enregistrent des grèves au Gabon. Ce débrayage a pour but de protester contre des mesures d'austérité prises il y a 6 mois. On note aussi des raisons politiques. À moins de 3 mois de la présidentielle au Sénégal, le pays connaît une politique animée. La justice sénégalaise examinera le 20 décembre le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui joue son bâton. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. À moins de 3 mois de la présidentielle au Sénégal, le pays connaît une politique animée. La justice sénégalaise examinera le 20 décembre prochain le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Celui-ci est condamné en effet à 5 ans de prison pour escroquerie. Reportage. La décision de la Cour, dont l'audience a été fixée au 20 décembre, est cruciale pour l'avenir politique de ce dissident socialiste. Si la plus haute juridiction du Sénégal confirme la condamnation prononcée le 30 août par la Cour d'appel de Dakar, la rendant définitive, Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, farouche opposant au président Macky Sall, lui-même candidat à un second mandat, verra ses chances de se présenter à la présidentielle du 24 février réduites à néant. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle a débuté mardi et durera jusqu'au 26 décembre, d'après le Conseil constitutionnel. Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, semble toutefois encore croire en ses chances, puisqu'il a déposé mardi la caution de 30 millions de francs CFA exigée des candidats à la présidentielle. Depuis le début de l'affaire, l'ex-maire de Dakar soutient que les poursuites judiciaires à son encontre sont de nature politique et visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle, ce que démontrent les responsables de la majorité. Élu député en juillet 2017, alors qu'il était en détention provisoire, est considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président sénégalais Macky Sall. Plusieurs secteurs d'activité enregistrent des grèves au Gabon. Ce débrayage a pour but de protester contre des mesures d'austérité prises il y a 6 mois. On note aussi des raisons politiques, mais les mouvements sont peu suivis dans le pays. La grève générale nationale de 3 jours a été lancée lundi par la Confédération syndicale dynamique au Gabon. Il est aussi annoncé une marche mardi 18 décembre. Mais le mouvement de débrayage était peu suivi dans les administrations, les douanes, les transports ou encore l'enseignement à Libreville. Cependant, la dynamique unitaire évalue la mobilisation à plus de 60% sur tout le territoire. À la base du mécontentement, les mesures d'austérité mises en place en juin par le gouvernement. Aussi, la Confédération s'insurge-t-elle contre l'absence d'interlocuteurs, faisant allusion au président Ali Bongo Ondimba, en convalescence depuis le 24 octobre. Par ailleurs, elle exige la démission de la présidente de la Cour constitutionnelle qui a modifié la Constitution mi-novembre pour permettre au vice-président d'organiser un conseil des ministres. Les mobilisations sociales ou politiques sont de moins en moins suivies depuis 2016, année d'une présidentielle mouvementée au Gabon. Au Burkina Faso, cette fois, le président Roch Marc Christian Kaboré a appelé ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme auquel le pays est confronté depuis mars 2015. C'était lors d'un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays, occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux soldats burkinabés tombés sur le champ de bataille pour défendre l'honneur de la patrie. Le président Roch Marc Christian Kaboré, dans un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, a appelé lundi ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme auquel est confronté le pays. L'année 2018 a été une année éprouvante pour le Burkina Faso au plan sécuritaire. Ce discours était donc une occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille pour défendre le pays.
Selon des organisations non gouvernementales, la menace terroriste a entraîné la fermeture de 600 écoles avec plus de 400 000 élèves privés de cours, essentiellement dans le nord et l'est. L'opposition politique et de nombreux acteurs de la société civile ont réclamé l'éviction des ministres en charge de la défense et de la sécurité, pointant leur incapacité à enrayer les attaques terroristes. Dans un sondage réalisé début décembre par le Centre de gouvernance démocratique, 79% des sondés ont indiqué ne pas être satisfaits de la manière dont la menace sécuritaire est gérée. Le Burkina Faso, rappelons-le, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières. Les attaques attribuées au groupe djihadiste Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à d'autres groupuscules ont fait plus de 250 morts depuis 2015. La France a remis ce mardi 1400 fusils d'assaut ainsi que des équipements amphibies qu'elle avait promis aux forces armées centrafricaines. C'était à l'occasion d'une visite de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui a réaffirmé à son arrivée à Bangui le soutien de la France à ce pays en conflit depuis 2012 où la Russie est de plus en plus présente. La ministre française des Armées, Florence Parly, a remis ce mardi 1400 fusils, des Kalachnikov de type AK-47, ainsi que 3 embarcations amphibies lors d'une cérémonie sur la base de Mpoko à Bangui. Cette visite de la ministre française était une occasion pour la France de réaffirmer, face à l'influence croissante de la Russie, son soutien à une Centrafrique en conflit depuis 2012. Donc ce qui est important, c'est que ces armes, dès lors qu'elles seront livrées aux forces armées centrafricaines, puissent être identifiées, qu'elles puissent être stockées et qu'elles puissent être tracées. Dès lors que ces conditions sont réunies, il n'y a aucune raison à ce que l'embargo ne puisse être levé. Et ça, je voudrais couper court à une mauvaise rumeur qui pourrait laisser penser que la France est partie. La France n'est pas partie, la France est toujours présente. Elle est présente, comme je l'ai rappelé, sur différents terrains, militaires, diplomatiques, sur le plan du développement. La France... Les forces armées centrafricaines, faiblement équipées et peu structurées, peinent à prendre pied dans un pays toujours en proie aux violences intercommunautaires, 2 ans après la fin de l'opération française Sangaris en octobre 2016. La reconstruction de l'armée constitue aujourd'hui l'une des priorités dans le cadre de la recherche de la paix et de la stabilité. Les forces armées centrafricaines comptent environ 7000 soldats qui doivent encore s'implanter sur l'ensemble du territoire pour aider à établir l'autorité de l'État. Environ 200 militaires français restent toujours présents en Centrafrique où ils mènent des actions de formation des forces armées centrafricaines et assurent un appui à la force de l'ONU, la MINUSCA. Parlons santé à présent. Les enfants sont les plus grandes victimes de l'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo. Ils représentent plus d'un tiers des cas, selon l'UNICEF, qui a affirmé mardi avoir identifié plus de 400 enfants orphelins ou isolés à cause du virus. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se dit profondément préoccupé par le nombre croissant d'enfants infectés par le virus Ebola en République démocratique du Congo. Plus d'un tiers des cas sont des enfants. Le plus tôt, les enfants infectés par le virus Ebola sont pris en charge dans un établissement de santé spécialisé. Meilleures sont leurs chances de survie. Jusqu'à présent, l'UNICEF et ses partenaires ont identifié plus de 400 enfants orphelins ou non accompagnés à cause du virus. En effet, quand des parents ou des tuteurs atteints de la maladie sont conduits dans des centres de traitement ou décèdent, les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. La directrice générale de l'UNICEF, de retour d'une tournée à Beni, à l'est de la RDC, s'est dite scandalisée. Au total, 43 944 personnes ont été vaccinées et 167 ont été déclarées guéries, d'après le ministère de la Santé. Mais l'épidémie d'Ebola frappe une zone en proie à l'insécurité des groupes armés. Déclarée le 1er août, l'actuelle épidémie d'Ebola a tué 285 personnes, selon le dernier pointage du ministère de la Santé en date du 9 décembre.
Je vous le disais en titre, le président somalien peut pousser un ouf de soulagement. La motion de censure controversée déposée dimanche soir à son encontre par des députés a été abandonnée mardi, faute de soutien. La motion de censure avait été déposée dimanche soir contre le président Mohamed Abdullahi Mohamed par 92 parlementaires. Ces derniers accusaient le président d'avoir violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers. Mardi, le greffier du Parlement a fait savoir à travers un communiqué qu'il a reçu des déclarations écrites de la part de 14 députés affirmant que leurs noms ont été utilisés à tort dans la liste des signataires. Ceci dit, la motion ne bénéficie plus que du soutien de 78 députés sur 225. Or, une pareille motion doit être soutenue par au moins un tiers des députés pour pouvoir être examinée par l'Assemblée et soumise à un vote pour adoption. Le président de l'Assemblée avait essuyé de vives critiques pour l'empressement avec lequel il avait placé la motion à l'agenda parlementaire. Des désaccords avec des décisions de l'exécutif concernant une élection dans la région dont il est originaire ont été évoqués. En Tunisie, le Parlement a adopté lundi le dernier budget de sa mandature, un budget qui vise, selon le ministère tunisien des Finances, une réduction du déficit budgétaire à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,9% en 2018. Le budget prévoit également une stabilisation de la dette à 70,9% du PIB contre 72% en attendu en 2018. Les députés tunisiens très divisés sur d'autres sujets à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en 2019 ont largement approuvé le budget 2019 qui ne prévoit pas de hausse majeure d'impôts à 113 voix pour, 36 contre et 11 abstentions. À travers ce budget, le gouvernement s'est fixé un objectif de croissance de 3,1% en 2019 contre 2,6% attendu pour cette année et 3% initialement prévu lors de l'élaboration du budget 2018. Le budget 2019, le tout dernier adopté sous cette mandature, vise également une réduction du déficit budgétaire à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,9% en 2018. Il prévoit par ailleurs une stabilisation de la dette à 70,9% du produit intérieur brut contre 72% attendu en 2018. En dépit de plusieurs hausses des prix des produits subventionnés, la caisse de compensation permettant de contrôler le prix des hydrocarbures et des produits de première nécessité devrait peser 4,35 milliards de dinars sur un budget total de 40 milliards de dinars. L'État a évalué ses besoins de financement externe à 3 milliards d'euros, dont 2,2 milliards d'euros d'emprunts extérieurs, notamment auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Publication de rapport accablant sur la gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle. Le sort du chef de l'ONU-SIDA était mardi en jeu. Le comité de direction de l'agence était en réunion à Genève. L'ONU-SIDA est plongée dans la pire crise de son histoire depuis le début de cette plainte à l'encontre d'un ancien chef adjoint de l'agence. Michel Sidibé, chef de cette agence des Nations Unies, afin de répondre aux accusations de mauvaise gestion de cette affaire, avait appelé en février 2018 à la mise en place d'un groupe d'experts indépendants sur la prévention et la riposte au harcèlement, y compris sexuel, au sein du secrétariat de l'ONU-SIDA. Mais les résultats de l'enquête publiée la semaine dernière ont infligé un sévère camouflet au directeur exécutif en poste depuis 9 ans. Les experts ont entre autres indiqué que les dirigeants, les politiques et les processus au sein de l'ONU-SIDA n'ont pas réussi à prévenir les allégations de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, d'intimidation et d'abus de pouvoir à l'ONU-SIDA, ni à y répondre correctement. Le rapport conclut qu'un changement de direction est devenu nécessaire pour que l'ONU-SIDA retrouve une culture de dignité et de respect. Mardi, le Conseil de coordination du programme qui pilote le fonctionnement de l'agence spécialisée sur le sida, a ouvert une réunion de 3 jours à Genève qui pourrait décider du sort de son directeur exécutif. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez en compagnie de SIGA pour le programme à venir.